Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. C'est pas uniquement de remplacer un transport, mais c'est de repenser le voyage. C'est-à-dire, voyager slow et faire le choix de peut-être mettre l'avion de côté, ça nécessite de vraiment penser chemin. Cet épisode est consacré à la seconde moitié de mon interview avec Sabrina. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de commencer par l'épisode précédent, donc le numéro 39, qui est donc la première partie de notre échange et dans lequel on revient sur le parcours de Sabrina, ses premiers voyages seuls et les prises de conscience qui l'ont amenée à complètement revoir sa manière de voyager. Dans cette deuxième partie, on entre dans le concret. Sabrina nous donne des conseils très pratiques pour voyager autrement, de manière plus authentique et plus responsable. On parle de slow travel, de train, de budget, d'organisation et aussi de son projet engagé pour démocratiser un tourisme plus bas carbone et plus conscient. C'est un épisode qui est à la fois inspirant et très pratique. Et si vous êtes déjà sensible à ces questions, si vous cherchez à changer en douceur votre manière de voyager, ou si simplement ça vous intéresse de découvrir d'autres manières de voyager, alors soyez bienvenus dans cet épisode. On va commencer avec une question très pratique, et pas des moindres, la question du budget. On a pas mal parlé des freins, et il y en a un duquel on n'a pas parlé peut-être, que j'aimerais bien approfondir, c'est la question financière. On dit souvent que le train, ça coûte plus cher que prendre l'avion. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est ma question préférée. C'est le sujet récurrent, qu'on a, et en fait, l'enseignement, moi, que j'ai eu, c'est pas uniquement de remplacer un transport, mais c'est de repenser le voyage. Ça, pour moi, c'est le point clé. C'est-à-dire, voyager slow et faire le choix de peut-être mettre l'avion de côté, ça nécessite de vraiment penser chemin et donc dans la manière dont on fait nos voyages chez les tourdissés, justement, comme je te le disais, on fait des boucles itinérantes et c'est pour ça que dans le concept qu'on vous propose, on te demande pas si tu veux aller à Stockholm. On te demande: «Tu pars d'où? Tu as combien de temps? C'est quoi ton budget?» parce que oui, on prend en compte le budget. «Qu'est-ce que tu as envie de faire?» et en fait, de penser en étapes, en expérience et pas juste aller à un endroit. Parce que si on pense juste aller à un endroit, soyons réalistes, l'avion sera toujours plus rapide et l'avion sera sûrement encore quelque temps, tant que ce ne sera pas taxé, moins cher. Donc en fait, le principe pour moi, pour enlever cette frustration, je sais que c'est humain, que c'est naturel de penser comme ça, c'est vraiment de voir toute l'étendue des expériences qu'on peut faire quand on vit un chemin. Parce que si tu prends juste le low cost pour aller à Stockholm, on a parlé de la Scandinavie, c'est pour ça que je suis sur la Suède, tu vas pas voir Hambourg, tu vas peut-être pas voir Copenhague. Donc si tu veux comparer vraiment un budget, il faut aussi que tu ajoutes, si on est logique, tu fais en avion, donc fais ton Hambourg-Stockholm en avion, fais ton avion, peut-être pour une étape aux Pays-Bas, mais indépendamment de la partie économique, ce que je veux dire, c'est que en fait, on compare pas la même richesse d'expérience. Parce que faire le chemin, tu vas voir des choses avant et après, peut-être la ville que tu as vraiment, vraiment envie de voir. Donc ça permet d'enlever un tout petit peu la pression effectivement qu'on peut avoir parce que je vais pas mentir, on se bat contre un truc où c'est pas équitable, en fait. Là, l'industrie de l'aviation n'est pas taxée contrairement aux autres transports, donc voilà, faut regarder les choses aussi par rapport à la réalité qu'on vit aujourd'hui. Par contre, si tu regardes le truc en chemin, tu vas se dire: «Ah mais en fait, j'ai eu la chance de voir Hambourg, Berlin, c'est pas juste voilà, je passe par la Suède, mais je vais pas en Suède». Pour moi, c'est vraiment ça. On est en mode on passe, on n'est pas en mode on va uniquement quelque part. Pour autant, par rapport à ta question, il y a effectivement un élément économique, qui peut être là.
Par contre, pour moi, il y a plein d'astuces, en fait, pour le réduire, sachant que nous, comme je te disais, on part du budget, donc l'idée, c'est aussi de montrer qu'on peut faire un voyage comme ça. C'est aussi de trouver et d'inspirer les gens en leur montrant ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi, je pense, important de pas penser à où je vais, mais aussi à ce que je peux faire. Ça enlève aussi cette frustration parce que si on part à l'envers, il y a des chances qu'on se fasse mal aux yeux ou qu'on se dise: «Mince, je peux pas». Donc en fait, c'est aussi, je pense, un élément clé de se dire: «J'ai ça, j'ai envie de faire de la rando». C'est pas: «J'ai envie d'aller au Lofoten», c'est: «J'ai envie de faire de la randonnée». Bon, bah, peut-être que je la fais en Écosse et je la fais pas en Norvège. Enfin voilà. C'est aussi de penser en mode accessibilité, ce qui est possible. Par contre, sur le budget, il y a pas mal de choses aussi à envisager qui permettent quand même d'avoir des petits éléments pour avoir des bonnes nouvelles, je dirais, au niveau du coût que ça peut, occasionner, au niveau des voyages en train, des voyages slow en général. La première chose, ça semble évident, mais je préfère le redire, c'est d'anticiper. En fait, si on regarde les trucs 3 jours avant de partir, je caricature un peu, mais voilà, si on regarde un truc pour le week-end du 14 juillet, le 10 juillet, oui, vous allez avoir mal aux yeux sur le site de la SNCF. Mais voilà, il faut essayer d'anticiper un minimum. Donc l'idée, c'est pas d'anticiper 1 an avant. De toute façon, tous les trains, en général, sont pas ouverts 1 an avant, mais c'est bien quand même d'essayer d'avoir un tout petit peu d'avance sans, on parle pas de 6 mois avant, mais d'éviter des trucs un peu, coup de tête, last minute sur le train, c'est moins évident de le faire. La deuxième chose, notamment, bah, pour, les nomades, ça vous pouvez vous, je pense bien facilement le pratiquer, c'est voyager hors saison. En fait, si vous êtes mobile, vous n'avez pas de contraintes parce que vous pouvez travailler un petit peu, voilà, un peu partout indépendamment de contraintes de temps. C'est de privilégier justement sur des endroits où il y a des effets de saisonnalité. On parlait de la Scandinavie, par exemple, c'est une région où il y en a. Bah, allez-y en hors saison. Les trains seront moins chers, les hébergements aussi seront moins chers. Ensuite, sur le train, il y a un truc dont on parle peut-être pas beaucoup parce que ça existe pas dans l'avion. Il y a quelque chose qui peut être hyper intéressant à regarder, c'est tout ce qui concerne les passes ferroviaires. Alors déjà, il y a des passes qui peuvent exister à l'échelle d'un pays. Je pense notamment à un pays que je connais bien, que j'aime bien et qui mérite à être découvert un petit peu aussi, c'est l'Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a, un pass, qui est national, qui s'appelle le Deutschland-Ticket, qui coûte à peu près 60 € et qui permet d'utiliser tous les transports régionaux, les transports en commun dans tout le pays pendant 1 mois. C'est un abonnement, donc il faut penser juste à se désabonner, mais c'est accessible aux non-résidents, donc si on est, voilà, on n'est pas, allemand, c'est accessible aussi et c'est un truc qui permet de voyager dans toute l'Allemagne pour vraiment, un budget, dérisoire. C'est un exemple là pour un pass national, il peut y avoir d'autres pays où il y en a et sinon il y a les passes peut-être, que tu connais ou que certains de tes auditeurs ont entendu parler, il y a les passes Interrail. Pass Interrail, il y a des passes pays, donc on peut prendre le pass Italie, on peut prendre le pass mais il y a aussi le pass global Interrail qui couvre 30 pays en Europe et qui permet d'utiliser, énormément d'opérateurs et de compagnies de train, en Europe. Ce pass, il est hyper intéressant notamment, bah, aussi pour des communautés nomades parce qu'il permet à la fois de la flexibilité. Si vous prenez des trains, qui nécessitent pas de réservation, en fait, votre pass, c'est vous achetez des jours de train. Donc vous pouvez prendre le train, là, vous avez envie, là, vous êtes, je sais pas, à Hambourg, vous avez envie finalement d'aller, à Berlin, hop, vous pouvez prendre le train sur le moment parce que, le pass, c'est le billet et il peut aussi avoir un intérêt économique, du pass Interrail parce qu'en fait, vous achetez des jours de train. Alors après, c'est pas toujours, une science exacte, mais ça peut aussi permettre de revenir moins cher que de prendre tous les billets, à l'unité. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc assez particulier sur le train, qui existe pas dans l'aérien et qui peut être hyper intéressant à regarder et à comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'envisager plutôt les transports régionaux que les trains à grande vitesse, qui sont en général, globalement dans tous les pays, un peu plus chers. Donc justement, si on a le temps, voilà, notamment dans un mode de vie nomade, vous pouvez un peu faire, peut-être votre parcours en fonction du moment ou de l'envie. Privilégier les transports, régionaux qui sont souvent moins chers, transports locaux, donc en évitant l'équivalent des TGV qui sont aussi, souvent un tout petit peu plus chers dans les autres pays d'Europe. Pensez aussi, pour moi, un bon complément, parce qu'on parle beaucoup du train, mais le voyage slow, c'est tous les modes de transport en fait, collectifs en fait, qui permettent, d'être plutôt connectés, on va dire, sur, des distances, sans passer par les airs. Le bus est un super, complément, on combine nous beaucoup dans nos voyages du train et du bus et c'est souvent quand ça vous rajoute pas non plus un temps, complètement démesuré en termes de transport, mais des fois, il y a pas un écart aussi important avec le train, dans certains coins et souvent c'est moins cher. Donc c'est souvent une bonne optique pour des petits budgets de regarder les bus et ça va vraiment un peu partout. Il suffit de regarder, voilà, la carte de Flixbus, vous verrez qu'ils vont quasiment un petit peu partout maintenant.
Un autre élément hyper utile en termes de budget, qui permet en plus de vivre une expérience hyper sympa, qui est unique, dans le train, c'est le train de nuit. Le train de nuit, ça permet à la fois de voyager et de dormir et quand on est en Scandinavie, pour en parler encore un peu, sont des pays assez chers. Donc là, quand vous faites un train de nuit, combinez le fait que vous allez, faire, une distance assez importante, plus vous allez dormir, c'est économiquement parlant un très, très bon plan et c'est vraiment sympa à faire et à vivre et là, pour le coup, par rapport à l'avion, c'est beaucoup moins cher d'acheter un billet de train de nuit en cabine que de prendre, l'équivalent d'un avion en business ou en première. Là, je pense que niveau, impact du portefeuille, c'est pas la même chose. C'est accessible à tout le monde de faire du train de nuit en cabine, ce qui est pas le cas de l'avion, si on veut le truc là où on peut se coucher et dormir à peu près convenablement, ce que je n'ai personnellement jamais eu la chance de faire. Donc le train de nuit, c'est hyper sympa, à la fois en expérience et en budget. Et puis, je dirais aussi, ça se développe de plus en plus. C'est plus pour la partie, ce qu'on peut faire en termes d'activité, mais le fait de voyager bas carbone ou de voyager en train, il y a de plus en plus d'endroits qui vous donnent des réductions dans les visites. Ça existe en Angleterre, ça existe dans certaines régions de France, ça existe aussi en Allemagne. Donc voilà, ça, c'est aussi des petits plus pour le budget. Alors plus pour le budget activité si vous visitez des choses, mais il y a des endroits qui développent beaucoup ça, où vous montrez votre billet de train ou le billet de bus et vous avez une réduction sur le site à visiter ou sur, voilà, l'endroit ou l'activité que vous allez faire. Donc ça, voilà, faut aussi savoir que ça devient assez vertueux et il y a même Copenhague là, qui a récemment relancé tout son programme qui s'appelle Copenpay, où le fait d'être, voilà, voyageur durable, vous avez accès à des bénéfices et à des avantages. Donc il y a aussi, voilà, des éléments intéressants en conséquence de vos choix si vous le faites, mais avec toutes ces petites astuces et nous on travaille aussi beaucoup sur, des cas avec des voyageurs qui ont pas des budgets, on fait pas du luxe, hein, chez Détour Odyssée. On arrive toujours à proposer des choses et on arrive à avoir des budgets qui sont, raisonnables, je dirais et pour des voyages, sans, imaginer que ça va coûter 2 à 3 fois plus cher, que, d'aller, en Thaïlande, quoi. J'en sais rien. Bah, dis donc, tu as transmis plein d'éléments. Je mettrai en description les ressources dont tu as parlé, notamment le pass Interrail, le pass ferroviaire, dont tu as parlé pour l'Allemagne aussi. Il y en a beaucoup, mais c'est hyper intéressant, d'avoir, toujours des bons plans, avec ton œil un peu d'experte. Et puis, bah, comme tu disais, ça remplace pas, de toute façon, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable et toute l'expérience hyper unique. Peut-être, quelqu'un qui voudrait partir, en slow travel pour la première fois, en solo. Est-ce que tu aurais des conseils un peu, pratiques à donner? Oui, alors pour quelqu'un qui partirait pour la première fois flow et solo, le premier er conseil que je dirais, c'est de faire un voyage pas trop long, pas trop compliqué, pas trop ambitieux. En fait, si à la fois on n'a pas l'expérience du voyage solo et du voyage slow, il y a quand même deux critères qui peuvent faire, voilà, il y a peut-être besoin selon les personnalités des gens de s'adapter un peu, de voir en fait comment on ressent les choses, hein, comment on se sent dans le voyage. Donc c'est bien de le faire, sans se dire qu'on va faire 4 semaines, voilà. Je pense qu'il faut pas commencer par des choses faites quelque chose où voilà, vous êtes sur une durée où vous dites vous êtes à l'aise, si vous êtes, en solo, pas trop long selon, la manière dont vous savez que ça vous pouvez éventuellement réagir. Faire quelque chose, de réaliste et j'insiste là-dessus dans le sens où, il y a 2 choses. On parle du voyage au slow et on parle du coup du choix des transports. Ça, c'est une chose, mais on peut aussi faire du voyage slow avec les transports et avoir un voyage qui est pas slow du tout, en fait, dans l'expérience du voyage. Où on va, vouloir faire, 3 trucs par jour, on change d'endroit tous les jours. Voilà, donc je pense qu'il faut faire, attention pour une première fois, avoir un rythme vraiment où vous allez prendre votre temps. Alors l'idée, c'est pas de rester 5 jours par endroit parce que si vous faites ça en étapes, vous aurez pas l'occasion justement de faire autant de choses. Mais voilà, d'avoir quelque chose où vous avez pas trop d'étapes et où vous avez au niveau des transports, quelque chose qui est pas mission impossible. Quand je dis mission impossible, c'est, ne faites pas un truc où vous avez, 5 correspondances, des correspondances de 5 minutes, voilà. Enfin, c'est la meilleure recette pour avoir, des problèmes. Alors les galères, ça peut être des trucs marrants aussi, hein, selon comment vous réagissez. Mais, voilà, je déconseille d'avoir des choses, trop ambitieuses en termes de transport. Voyager comme ça, on peut aussi avoir un peu de fatigue en fait, pour moi, c'est toujours de la bonne fatigue quand on voyage, mais quand même, parce qu'on bouge régulièrement. Donc faut aussi avoir et notamment je pense pour, quelqu'un qui est nomade, vous avez aussi le travail en parallèle. Voilà, ayez conscience de ça. Moi, je le fais beaucoup aussi à titre professionnel où je fais un peu comme vous, parce que je travaille en même temps. Des fois, on peut quand même être un peu vraiment fatigué, donc faut aussi faire gaffe à ça.
Donc ça, c'est plus pour la partie, création, conception, planification. L'autre chose que je conseillerais, choisissez des pays ou un pays où vous êtes à peu près à l'aise avec la langue ou avec une langue qui est pratiquée par le pays. Parce que c'est cool pour faire des rencontres, mais en fait, si on va quelque part, on ne peut pas du tout interagir, on est bloqué, bah, vous allez enlever, vraiment le bénéfice de ça. Si vous parlez anglais sans être bilingue, il y a plein d'endroits en Europe qui sont accessibles pour vous, notamment dès qu'on va vers le nord, l'Allemagne, les gens parlent quand même très, très bien couramment, anglais. Et si vous parlez pas anglais, pas d'autres langues étrangères, on peut aussi, aller dans des pays, limitrophes qui parlent un peu français ou des régions francophones. Je pense à la Suisse, je pense à la Belgique, donc on peut aussi voir autre chose que la France. Mais en tout cas, à ce point-là, je pense qu'il est important pour que vous soyez en capacité d'interagir, que vous soyez à l'aise, sans avoir besoin d'un niveau d'être bilingue, hein, faut pouvoir un petit peu interagir avec les gens, et puis maintenant il y a des applications, des trucs, qui vous aident aussi en plus, si besoin. Mais ça, je pense que c'est un truc, qui est important. Et puis la dernière chose que je donnerais en conseil, c'est d'être dans le bon état d'esprit. C'est d'être ouvert à l'imprévu. En fait, si on fait un voyage comme ça où le moindre petit truc, le moindre petit retard, le moindre, enfin n'importe quel type en fait de choses imprévues va vous créer énormément de stress. Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre du lâcher prise. Moi, un truc que j'ai retenu de mon voyage au Kenya, c'est Hakuna Matata. Hakuna Matata, vous connaissez tous et tu connais Hakuna Matata, roi lion, mais en swahili, ça veut dire: «Tout va bien, pas de souci». Et ce voyage m'a vraiment confrontée à ça parce que j'ai eu plein de galères avec, notamment des voitures, dans ce voyage et c'était hyper, intéressant pour moi de voir ma réaction en mode panique et la réaction des locaux qui étaient en mode: «Hakuna Matata, ça va bien se passer, pas de souci». Et à chaque fois, ils ont trouvé des solutions et la voiture est repartie, toutes les fois où il y a eu un truc. Et donc vraiment pour moi, c'est vraiment ce truc à avoir en tête parce que sur des voyages comme ça, dès qu'on a du transport, qu'on change d'endroit, qu'on n'est pas juste au club à côté de la piscine, on va dire, il peut se passer des trucs et il faut le prendre en mode: «OK, ça va bien se passer, c'est OK» ou «Le truc pas prévu, la rencontre, je change mon programme, machin», ça va. Donc c'est vraiment, je pense, un état d'esprit, hyper important. C'est vrai qu'on a tendance dans nos sociétés à être dans le contrôle constamment et un peu de lâcher prise. Être aussi en lâcher prise, pour moi, c'est vraiment important pour vivre un voyage comme ça, à peu près sereinement. Je dis pas qu'il y a toujours des problèmes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que s'il y a un petit truc, voilà, l'idée c'est pas de surréagir ou de dramatiser, ce qu'on a la tendance à tous faire, je pense, un petit peu naturellement. Trop bien et pour, peut-être, une première expérience, est-ce que tu aurais un ou des itinéraires un peu idéaux pour une première expérience, qui soient pas trop ambitieux, qui soient voilà, qui correspondent un peu, j'imagine, tu vas me dire que ça va dépendre de ce qu'on veut faire, si on veut faire de la rando, si on veut un voyage plus culturel. Mais est-ce que tu en aurais peut-être, en France ou en Europe, un ou 2 exemples, d'itinéraires dont tu voudrais parler? Et ben, ce sera différent avec chaque personne à qui je parle. Non, mais sincèrement, en fait, pour moi, le voyage idéal, heu, pour une première fois, c'est les choses que j'ai dites avant et c'est surtout, notamment qu'on part en solo, c'est de mettre dedans des ingrédients de choses qu'on a envie de faire ou qu'on aime faire. Parce que en fait, c'est quand même des voyages où on va avoir beaucoup de moments avec sa propre présence, moi avec moi-même et du coup, il faut se nourrir aussi, en fait. Alors oui, il y a des rencontres, hein, je dis qu'il y en a, mais enfin, je dis pas non plus que vous allez passer, toutes vos journées avec, toutes les heures, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous accompagner. C'est pas non plus quand même, vraiment comme ça. Vous allez voir des gens régulièrement, mais il y a aussi des moments où vous allez être, voilà, vous avec vous-même. Des gens aiment bien ça, d'autres, c'est un truc qu'il faut qu'ils travaillent. Mais, en fait, le voyage idéal, c'est le voyage où on a intégré des expériences qu'on aime, qu'on a envie. Donc si on aime faire de la randonnée, ayez des moments où vous avez de la rando. Si vous êtes fan d'histoire, mettez des étapes, des sites où vous allez pouvoir et du coup, pour moi, en fait, ça peut être partout. Potentiellement, dans tous les pays d'Europe, on peut trouver, des endroits où on peut quand même combiner des envies. Après, c'est plus, voilà, type d'environnement, de choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment ça pour que vous puissiez nourrir votre voyage en solo avec des choses que vous allez aimer et puis aussi quand même, en complément de ça, faire des choix qui facilitent les rencontres. Il y a des choix qu'on fait qui facilitent ou pas, en fait, le fait qu'on en fera, je pense. J'évoquais qu'on prend les transports en commun, donc ça, c'est vrai, enfin les transports en commun ou le train, enfin voilà, des endroits où on est avec d'autres gens, c'est du collectif.
Par contre, pour moi, ce qui est hyper important, heu, les jours où vous avez envie, parce que si vous avez envie d'un jour où vous voulez être, voilà, focus, machin, bien sûr, hein, il y a aussi des jours où on n'a peut-être pas envie. Mais les jours où on a envie, il faut être aussi en disponibilité, même avec son langage corporel, comme je veux dire, faut pas avoir, c'est un détail, hein, mais les écouteurs, enfin, des fois, je vois des gens comme ça m'est arrivé en auberge de jeunesse, je parlais avec des gens qui vivaient pas bien et je parlais un peu avec eux, mais en fait, ils avaient toujours leur casque, leur truc. Bah, forcément, si on est toujours dans sa bulle, on met une barrière avec l'autre. Donc faut aussi, quand on a envie, se mettre en disposition pour pouvoir rencontrer, ou susciter l'échange. Faire des activités aussi qui permettent de rencontrer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, dans beaucoup de villes, il y a ce qu'on appelle les free walking tours, donc c'est des visites guidées. Alors «free» entre guillemets, mais le principe en fait, c'est de vous donner à la fin de la visite ce que vous considérez être le montant, qui vous semble juste par rapport à votre expérience. Mais c'est un type de visite guidée qui existe dans beaucoup de villes en Europe. Perso, je le fais ou même pour le boulot parce que ça permet d'avoir un aperçu de la ville. Il y a beaucoup de voyageurs solo, qui font, ce type de visite et moi ça m'arrive même régulièrement, parce que ça finit des fois à l'heure du déjeuner, d'aller manger avec quelqu'un ou des gens que j'avais rencontrés sur ce type d'activité. Donc ça, c'est un truc, vous avez des food tours aussi un peu comme ça qui sont sympas parce que comme on mange et tout, dès qu'il y a du repas, voilà, d'échange, ça facilite la discussion. Vous avez des villes aussi, vous avez des concepts de meet the locals. En fait, vous pouvez rencontrer un personne de l'endroit, de la ville qui vous, soit vous donne des tips, soit vous fait, découvrir un quartier. J'avais fait ça aussi à certains endroits, c'est hyper sympa et puis il y a aussi des activités, nature, voilà, sorties, je pense des trucs comme du kayak ou, des choses comme ça. Vous allez aussi pouvoir être en petit groupe, ça facilite aussi, la rencontre et puis aussi les choix d'hébergement. Quand on part seul, je déconseille, sauf si on est vraiment, vraiment à l'aise avec ça, de faire que de l'hôtel, chambre, individuelle. Sauf si vous avez vraiment envie d'être tranquille, hein, bien entendu, mais si vous voulez, voilà, susciter de la rencontre, vous avez un peu d'appréhension à pas bien supporter le fait d'être seul sur une durée de voyage, pensez aux auberges de jeunesse qui sont, un exemple d'hébergement, top pour faire des rencontres. Alors déjà parce que il y a des espaces en commun, souvent des cuisines, des trucs, on peut, voilà, voir les gens et puis aussi si vous prenez, l'optique dortoir, alors sans être dans des dortoirs à 25, hein, les auberges ont beaucoup évolué. Vous avez des dortoirs à 4 ou à 6, dortoirs pour femmes aussi. Bah, souvent, on discute et on rencontre, les personnes avec lesquelles on partage, le dortoir et l'autre chose aussi hyper cool, à faire, c'est, chez l'habitant et on peut le faire, en Europe, le vrai Airbnb. Le Airbnb, l'origine et l'expérience vraiment attendue, pas l'appartement en boîte à clés où on voit personne, mais la chambre chez l'habitant. En plus, économiquement, c'est souvent intéressant aussi et là, vous il y a beaucoup plus de chances, 90 de chances que vous rencontrez, les gens, voilà, parce que c'est la chambre dans la maison ou autre et là, vous avez en plus un échange. Moi, j'en fais aussi, quand je fais du repérage parce que c'est le meilleur moyen de parler à un local qui a du temps pour vous parce que c'est pas, entre, 2 arrêts de train ou de bus, machin, qui va vous donner les bonnes recommandations de ses meilleurs restaurants, les trucs à voir à côté, les petits trucs que seuls les locaux connaissent, enfin, c'est des pépites. Moi, c'est toujours, une mine d'informations. Donc vraiment, voilà, pour moi, c'est un peu tout ça à prendre, c'est vos envies et puis mettre quelques moments quand même, vous allez rencontrer des gens pour amener, d'expérience, de l'échange et des souvenirs aussi par, des rencontres. Dans tout ce que tu as dit, il y a énormément d'informations, énormément de bonnes idées. Est-ce que peut-être, il y a des outils, des plateformes, des applications que tu recommandes, soit pour organiser ces trajets, soit, pour, ben, justement vivre des expériences, rencontrer des gens, enfin bref, vivre, un chouette voyage, quoi? Ouais, alors, quand on veut voyager slow, comme je l'ai dit, un point qui est pas évident, c'est faut penser chemin et itinéraire. En tout cas, moi, c'est mon conseil pour, l'avoir fait, pas comme ça au début et de me rendre compte que c'est pas comme ça qu'on le vit, la meilleure manière. Là, pour moi, il y a pas d'outil magique parce qu'encore une fois, ça dépend des envies, par contre, je peux recommander des choses qui peuvent, en tout cas, donner des idées. Alors la première chose, moi je suis un peu old school aussi, j'aime bien les apps et les sites, mais j'aime bien aussi, je trouve qu'il y a aussi, encore un intérêt sur les guides. Il y a 3 guides que j'aime bien, pour ce type de voyage. Il y a les guides Tao qui sont, hyper cool parce qu'ils ont cette, optique aussi éco-responsable, bonnes adresses, que voilà, si on a cette sensibilité-là, c'est top. Moi j'aime bien les guides aussi Lonely, les Lonely Planet, parce qu'ils ont une optique qui développe pas mal maintenant, qui est expérience. Donc vraiment être dans l'optique de vivre des choses et pas que être dans, voilà, consommation de sites
et le guide vert Michelin, parce que le guide vert Michelin, il va vous indiquer ils ont différents niveaux, en fait, pour les étapes. Il y a notamment l'étape, 1re étoile, ça vaut le détour et ça vaut le détour, c'est top parce que c'est des petits endroits, des petites pépites, des trucs où il y a, en général, pas de problème de surtourisme, justement, qui valent le détour et qui peuvent vous donner des idées d'étapes intéressantes, si vous êtes quelque part, dire: «Ah bah là, il y a un petit crochet à faire pour y aller». Donc ça, voilà, pour moi, c'est pas mal aussi pour s'inspirer. Après, ce que je peux recommander parce que comme je disais, il y a la question de l'accessibilité. En fait, c'est important pour des voyages comme ça de se dire: «Qu'est-ce qui est accessible finalement?» Pas partir en mode le truc impossible, pas faisable parce que vous pourriez pas, y aller, sans avion ou sans voiture. Nous, on utilise pas mal chez Détour Odyssée les cartes, support, voilà, physique. Il y a des cartes qui permettent de voir le réseau ferroviaire, en Europe ou dans certains pays. Je pense notamment à Cartotrain, qui fait une carte, ferroviaire en Europe. En France, il a sorti récemment une pour l'Italie. Ça permet en tout cas, nous, on aime bien travailler avec les cartes, donc ça permet de voir justement ce qu'on peut faire et il y a deux éléments, alors là, plutôt effectivement du site internet. Il y a un site qui s'appelle Chronotrain, qui est hyper, intéressant parce qu'en fait, le principe, vous mettez une ville et il va vous montrer les différentes villes accessibles en train avec les durées de trajet. Ça vous permet de voir, vous êtes à Lyon, à Paris, à Reims, je sais pas, n'importe quoi, que vous êtes à 5 heures de, X, voilà et ça peut vous aider comme ça à commencer à, faire un itinéraire. S'il y a une ville qui vous tape, comme ça dans l'œil, vous dites: «Ah mais cool, je peux y aller, c'est pas si long», voilà. Donc ça, c'est pas mal et puis l'autre aussi, je parlais du bus tout à l'heure, c'est aussi pas mal de voir la carte de Flixbus. Si vous allez sur le site de Flixbus, vous allez voir, ils ont une section carte. Vous allez voir tous les petits points verts où ils ont les bus qui passent et en fait, il y en a quand même énormément, qui sont desservis, y compris des endroits qui sont pas, que les capitales. Donc ça peut aussi aider quand vous êtes planté parce qu'il y a pas, le train, bah, de voir le complément au niveau du bus. Voilà, mais tout ce qui est itinéraire, voilà, faut quand même y passer un peu de temps. Après, une fois que vous avez vu un peu des étapes qui vous plaisent, ou qui vous parlent, vous avez commencé à avoir une ébauche, il y a la question effectivement du trajet, en fait, pour relier, un point à un autre. Donc sur le train, il y a des plateformes, notamment en France, que tu connais peut-être, Mollo ou Rail, qui permettent de, vous, donner les conseils sur comment rejoindre un point à un autre en train. Alors c'est souvent quand même les grands axes, vous n'allez pas trouver, voilà, le fin fond, de, la Norvège dessus, mais voilà, quand vous avez des sections avec des grands axes, ça vous donne quand même, une recommandation de comment y aller, en train. Et en complément de ça, pour les endroits peut-être qui sont, pas, proposés par ces plateformes qu'on utilise pas mal nous, c'est Rome to Rio parce que, elle va vous permettre de voir des endroits qui sont pas que les grandes villes et il y a la combinaison aussi avec les autres moyens de transport et pour l'utiliser régulièrement, c'est quand même relativement fiable. Après pour moi, comme je disais, il y a toute un besoin de connaissances qu'on n'a pas sur ce type de voyage. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'astuces, de conseils pratiques, de choses à connaître, que ce soit le fonctionnement des passes ferroviaires, que ce soit, même les comment on réserve certains billets, de choses comme ça. Là, il y a une ressource, hyper sympa. Alors je reviens sur un guide ou qui donne des conseils aussi sur leur compte Instagram. C'est, «Voyager en train», qui est, un livre, fait par un couple qui a beaucoup d'expérience dans le train, alors aussi en famille, mais qui ont, voilà, développé énormément d'informations et de connaissances là-dessus, qui est hyper utile. Et il y a vraiment sur le train, pour moi, la bible. Alors c'est en anglais, mais bon, moyen de traduire, si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais. C'est, le site, The Man in Seat 61 qui est, un Anglais qui est fanat de train, qui a construit un site vraiment qui couvre énormément de, trajets possibles avec des photos, avec, comment on réserve les billets, les horaires, les machins. Enfin, c'est super bien fait, il tient ça à jour, il fait des modifs, constamment en fonction de l'évolution. Il a aussi un compte, Facebook, il a un compte X, donc vous pouvez aussi voir, ses voyages parce que, ben, forcément, il voyage qu'en train. Il était dans les pays baltes il y a pas longtemps, j'ai suivi ce qu'il a fait parce que je vais aussi y aller dans pas longtemps. Mais c'est sympa aussi de voir un peu, voilà, quand il documente aussi cet itinéraire, ces trajets, mais c'est vraiment une mine d'informations, hyper importante et très, très fiable pour, tous ceux qui veulent voyager en train. Et puis on a parlé pas mal de train de nuit et pour le train de nuit, il y a un site, qui s'appelle, Back on Track. Back on Track, c'est un groupement en fait qui, fait la promotion du voyage en train, de nuit en Europe et ils ont une carte sur leur site, vous verrez, qui met en visibilité toutes les lignes de train de nuit en Europe. Alors on peut avoir l'impression en France qu'il y en a pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup en France, mais dès que vous allez regarder cette carte, vous allez voir
on va vers le nord, on va vers l'est, on va vers l'Italie. Enfin voilà, dès qu'on part la frontière, côté, est, hein, c'est vrai qu'il y en a pas malheureusement côté, péninsule ibérique. Il y a énormément de trains de nuit en fait en Europe. On a un réseau de fou en fait, hein. Je parlais des États-Unis, ils sont pas tout ça là-bas, hein, quand même, hein. Soyons fiers de ce qu'on a en Europe. Mais leur carte est super bien faite parce qu'en fait, on peut cliquer sur les lignes de couleurs. Vous avez du coup les villes desservies, vous avez après une page détaillée en détail avec les horaires et le renvoi vers le site de l'opérateur de train. Parce que ce qui est pas évident sur le train, c'est savoir où est-ce qu'on achète les billets, parce que c'est souvent différent d'un pays à l'autre et sur les trains de nuit, ça dépend de l'opérateur effectivement qui va, être opérateur sur la ligne en question. Et puis le dernier conseil que je dirais, notamment pour avoir les informations à jour. Alors je sais que c'est fastidieux, mais c'est quand même le meilleur moyen d'avoir les informations à jour, c'est quand même d'aller sur les sites des opérateurs de train. Je sais qu'il y a des plateformes qui existent, qui vous donnent une 1re, information, mais si jamais vous voyez qu'il y a pas de train qui remonte par les plateformes pour l'achat de billets de train, allez faire un tour sur le site de l'opérateur de train parce qu'il peut arriver que sur ce site, ce soit pas exhaustif et en fait, si vous allez sur le site de l'opérateur national, vous allez voir qu'il y a une ligne qui existe. C'est juste que techniquement, ils ont pas pu raccorder, voilà, toutes les liaisons d'API ou autres et même pour avoir les bons horaires et tout, voilà, c'est ça qui peut être un peu fastidieux, mais c'est bien d'aller sur les opérateurs, de train. Un opérateur de train qui peut avoir une vision un petit peu plus complète, même si on peut pas acheter tous les billets sur son site, c'est Deutsche Bahn, qui peut aussi montrer les liaisons en France ou dans d'autres pays. Donc des fois, c'est voilà, ça peut être une bonne idée aussi de regarder sur le site de Deutsche Bahn, puisqu'ils peuvent donner en visibilité au-delà de leur, propre réseau, national. Et en app que j'utilise, alors c'est pas forcément pour les trajets, c'est pour aussi tout ce qui est activité, découverte. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est nature. Donc une application que j'aime bien, c'est l'application, Alltrace. C'est une application pour faire de la randonnée. Alors je sais qu'il y en a aussi en Europe ou des françaises. C'est vrai que, bah, sur ce point-là, j'ai beaucoup utilisé cette app, aux États-Unis, donc j'ai un peu du mal à switcher sur autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est une app, moi j'utilise beaucoup et où il y a beaucoup, d'exemples de randonnées en Europe. Je reviens de l'Angleterre où j'en ai fait énormément là-bas et c'est plutôt fiable, au niveau des durées et des niveaux. Beaucoup plus fiable qu'un conseil de Norvégien, qui peut vous rendre un truc très facile et en fait, vous allez mal le vivre. Ça peut être très compliqué comme randonnée. Donc l'application est à ce niveau-là, j'y fais un peu plus confiance et sinon une bonne source d'information aussi, notamment si vous voulez voir les pépites. Pour peu que vous avez identifié un endroit où vous voulez aller, bah, c'est des offices de tourisme locaux qui ont vraiment cette connaissance d'experts et qui vous donneront, des conseils peut-être que vous verrez pas sur les forums ou les trucs où tout va passer. Alors après ça se fait une fois que vous savez à peu près, un endroit que vous voulez visiter, mais c'est vrai qu'ils ont quand même les bonnes recommandations locales. C'est vraiment la meilleure source d'information, pour voir, voilà, des choses en dehors des incontournables. Eh ben, j'ai pris plein de notes, j'ai encore appris plein de trucs, notamment la toute première ressource que tu as mentionnée, qui sont les guides Tao. J'ai une petite parenthèse pour les auditeurs, auditrices que ça intéresserait. J'ai eu la chance de recevoir Nicolas Breton sur le podcast, qui travaille, pour les guides Tao, et qui a fait 2 épisodes. Un où il parle de son parcours et son approche du voyage et la façon dont il repense le voyage et un où il parle plus précisément des guides Tao et de ce qu'on trouve dedans et de la démarche qu'il y a autour. Donc ce sont les épisodes, 13 et 14, il me semble. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse et puis, avec, toutes, ces ressources, on va arriver à la fin de cette interview où on a vraiment plein d'éléments pour mettre en place un mode de voyage, plus slow, plus lent, plus conscient et notamment en train, mais plus généralement, en transport bas carbone. Merci beaucoup Sabrina pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, que ce soit sur, ton parcours à toi et puis aussi, bah, bien sûr de ton expérience, pro avec, Détour Odyssée et tout le cheminement que tu as parcouru depuis le lancement du projet et qui reste encore à parcourir parce que ce n'est que le début, j'en suis certaine. Merci pour tout et j'espère te revoir, très vite, peut-être au détour, d'un train au cours de mes voyages. Bah, j'espère aussi, j'étais ravie d'échanger avec toi. En tout cas, j'espère que ma petite contribution, ça aurait été de donner envie, en fait, à plus de personnes, qui, écoutent à tenter l'expérience, que ce soit solo, slow, voilà. J'espère avoir surtout donné envie, montré qu'on faut pas penser que contrainte, mais penser vraiment expérience, que ça amène, qu'il y a du bénéfice à faire ce choix, en plus
c'est, un meilleur choix pour la planète, mais voilà, j'espère que ça va un peu amener à moi maintenant la petite graine peut-être, pour d'autres personnes, parce que notre enjeu, nous, c'est de faire en sorte que de plus en plus de personnes fassent ce choix, et j'espère au moins avoir peut-être un petit peu contribué à ça et je serais ravie si besoin, enfin, tu mettras, je pense, mes contacts, voilà, d'échanger avec des personnes, qui à qui ça a parlé ou qui ont besoin, voilà, d'avoir des conseils ou autres, que ce soit par mon LinkedIn ou par, les, contacts de l'entreprise sur notre site détourodyssée.com, voilà. On est aussi assez actifs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. On vous partage notamment, bah, des fois, quand on voyage en solo, nos itinéraires, nos expériences, nos conseils. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous parle, le voyage en train, le voyage slow, vous pouvez trouver des inspirations, des idées sur notre compte, Instagram notamment. Ravie d'échanger puisque comme tu l'as compris, parler de train, je peux en parler des heures et de voyage donc disposée à avoir d'autres échanges, en dehors avec, certains de tes auditeurs. Ça marche. Et ben, je mettrai tous les liens des ressources que tu as mentionnées, en description pour vous retrouver et je te remercie et puis à très vite, j'espère. Merci Chloé, salut. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, eh ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!